diplomatie. C'est vrai, mais nous devons y arriver parce qu'il y va de notre fierté et de notre dignité. C'est beaucoup plus pour nous. Mais on va faire le tour sur cette question avec nos invités. Passy. Moi, je suis assez d'accord sur ce qu'a dit Japi. Je pense que l'Union africaine, elle peut intervenir par rapport à l'économie, par rapport à la mondialisation aussi. Et je pense qu'on en a besoin même par rapport à tous les enfants d'Afrique qui vivent à travers le monde. On a besoin d'avoir un continent assez fort pour aussi avoir une influence à l'étranger, comme ici en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis. Donc nous, on essaye de se battre artistiquement. Donc c'est aussi un autre point de vue, de le mettre à chaque fois dans nos messages. Et c'est par ce biais-là qu'on rentre dans ce combat. Calix Beyala. Ah oui, moi je suis vraiment une combattante de cette idée-là. Je vais dire que moi, 2015 me paraît trop loin. On n'a pas le temps d'attendre. Tout de suite 2015. les États-Unis d'Afrique. Ah oui. Ah oui. Tout de suite les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas à obéir à des lois venues d'ailleurs. Je vais dire que nous avons des urgences sur le terrain aujourd'hui. On a des problèmes qui se posent sur le continent qui ne devraient pas se poser si nous avions été unis. Quand vous dites des lois venues d'ailleurs, ça veut dire quoi, des lois venues d'ailleurs? Ben, on nous dit toujours, vous avez d'ailleurs donné l'exemple, vous nous dites, oui, mais par rapport au modèle de l'Europe. Mais pourquoi par rapport au modèle de l'Europe? Parce que c'est une intégration plus ancienne. Oui, non, mais tout non. simplement, c'est pas une... Si l'on veut. Oui. Mais ce n'est pas vrai tout à l'heure. Moi, je vais quand même revenir sur ce qui a été présenté. L'idée des États-Unis d'Afrique est née au 19e siècle. Je pense que vous n'allez pas me démentir. C'est la seule femme noire qui a été brûlée vive comme sorcière parce qu'elle le préconisait. Elle n'était pas sorcière. Hein. Non, elle n'était pas sorcière. Elle avait préconisé... Sortons des clichés tout de suite. Oui, elle avait préconisé les États-Unis d'Afrique déjà à l'époque, au 19e siècle. C'était une femme. Donc, c'est vrai qu'on ne nous salue jamais à travers l'histoire. Ce sont les femmes africaines qui se battent le plus sur ces questions-là. Pardon? Au 15e siècle. Non, c'était au 19e siècle. Kimpavita? Non, le 15e, non, mais je dis là, on commence juste un tour d'horizon après. Déjà, ils sont en train de bouillir derrière. Non, mais attendez. Il est tout à fait important de dire aujourd'hui qu'il faut aller rapidement vers ces États-Unis d'Afrique pour la survie aussi, pas au-delà de la dignité. La survie de nos enfants, le respect de nos enfants. Nous avons des richesses, nous avons tout le potentiel à la fois économique et humain pour nous développer rapidement. Nous sommes le continent le plus riche du monde et aujourd'hui, en étant divisé, on ne le voit pas. Voilà ce que je tenais à dire. Yva Young, mais vous dire d'autres choses. Hein. Tout à fait. Ben, je vais rebondir sur ce que disait Calixte. Mais pour répondre à votre question, qui était de savoir si la dynamique était un peu la même que celle qu'on peut avoir à l'Union européenne, oui, dans le sens où ce sont des pays qui décident de se mettre ensemble et d'observer un certain nombre de règles, de convergences, qui à terme peuvent se traduire par un certain abandon de compétences, dans le même principe de subsidiarité, de souveraineté que l'Union européenne. Donc la dynamique est la même, mais l'Union africaine, c'est d'abord du contenu. Et les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas une vision passionnée, ce sont des faits. Ce sont des textes qui existent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chefs d'État, comme disait Jean-Pierre Bailly, ont décidé que cet horizon 2015 sera retenu comme un horizon faisable. Mais l'Union africaine, c'est aussi des institutions. Parce que les objectifs en matière de pauvreté, en matière de santé, d'éducation, que vous avez parfaitement résumé, ce sont d'abord aussi, c'est une commission, c'est un conseil exécutif, c'est une mouvance institutionnelle, mais qui se décline aussi au niveau sous-régional. C'est très important de préciser qu'au niveau de la CEMAC, au niveau de la CEDEAO, c'est une capacité à essayer de gérer ensemble ce qu'on peut faire mieux, et en laissant aux États un domaine de compétence qui est celui qui ne peut pas être fait de façon plus efficace en étant ensemble. Donc c'est ça la dynamique. Mais maintenant, il y a toutes les questions économiques, politiques, culturelles, qui sont, j'allais dire, l'interface visible de cette organisation constitutionnelle. Maryse, est-ce qu'on a la compétence à l'heure actuelle de mettre en phase réellement, la phase vraiment exécutive, législative, j'allais dire, de cette constitution, c'est-à-dire concrètement faire un gouvernement qui finalement repose sur, pour l'instant, certains pourraient le dire, une copie de ce qui existe déjà du côté de l'Europe et qui repose aussi, pourquoi pas, on pourrait aussi le critiquer, sur un découpage historique qui, à la base, est un peu tronqué si on remonte des années avant. Et là, c'est peut-être à l'historien que je m'adresserai. Jean-Philippe Omotunde, parce que est-ce qu'on peut réellement construire un gouvernement africain sur la base d'un découpage qui, historiquement, est déjà faussé? Moi, ce que je voudrais juste rappeler dans le cadre de cette discussion, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique a émergé dans l'histoire de l'humanité avec un projet d'union. Le nom précis, c'est le Sématawi. Vous
voyez, donc c'est l'union des deux terres. C'est un roi qui est venu du Soudan, qui est le roi Narmer, qui en 3200 a dit « Nous allons unifier les peuples de la vallée du Nil ». À partir de là, apparaît le premier gouvernement dans l'histoire de l'humanité, avec le Premier ministre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons constaté que le Premier ministre de Narmer était d'ailleurs une femme. Puisque quand on voit la palette de Narmer, le Djati, c'est une femme. Vous voyez, nous sommes en 3200 avant l'ère chrétienne. Et c'est cette femme qui va organiser, je dirais, le gouvernement pharaonique. Et qui va créer ce qu'on voit aujourd'hui dans les gouvernements les plus modernes en Occident. Donc, cette idée d'union n'a pas pu être réalisée, par exemple, en Europe, puisque les cités de la Grèce antique n'ont jamais pu s'unifier. Au niveau du Proche-Orient, ça a été la même problématique. Vous voyez, il n'y avait pas cette possibilité d'unité. En fait, l'idée d'unité est une idée très tardive en Occident. Très, très tardive. Mais mieux appliquée, parfois. Je vais vous dire une chose. Avant l'arrivée des Européens en Afrique, il y avait des royaumes qui unifiaient des millions d'individus, qui confédéraient des individus, avec un gouvernement qui représentait les aspirations de tout un chacun, peu importe sa place dans la société d'une façon générale. On parle, par exemple, des problématiques de la faim. Ce sont des problématiques qui étaient inexistantes en Afrique noire à cette période. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que cette idée n'est pas une idée nouvelle pour l'Afrique. Vous voyez, il s'agit tout simplement peut-être de refaire ce qui a déjà été fait par le passé. Voilà. Donc tous les discours qui consistent à dire que finalement l'Afrique, qu'on veut présenter comme un continent hétérogène, avec des divisions, des tribus, des centaines, voire des milliers de langues, c'est pas forcément... ça correspond pas à la réalité. Vous avez ce qu'on appelle le discours colonial. On va vous dire, même en Guadeloupe et en Martinique, vous allez retrouver 25 000 ethnies, parce que le but du jeu, c'est diviser pour mieux régner. Il y a ce qu'on appelle l'unité culturelle de l'Afrique noire. Et il y a une unité aussi politique. Donc, c'est-à-dire, il y a un socle commun. Vous voyez, c'est pour ça que nous disons, dans le cadre des travaux que nous menons, tout simplement que si on reconnaît, par exemple, que les humanités classiques européennes ont permis de créer le sentiment d'unité et de continuité historique au niveau donc de la jeunesse européenne, c'est normal que, comme c'est un sentiment qui est utile pour le développement et les intérêts de l'Afrique, c'est normal que nous parlions d'humanité classique africaine. Ce qui veut dire qu'il y a une rupture épistémologique à opérer sur le plan de l'enseignement, de manière à faire en sorte qu'on n'ait plus une tutélisation de l'enseignement en Afrique, soit venant de l'Angleterre, de l'Espagne, là, on est sur le plan de l'enseignement, on est sur le plan effectivement presque de la sémantique et de la façon de nommer les choses. Voilà pourquoi l'idée du gouvernement africain, c'est une idée qui sous-tend la notion de responsabilité. Ce que je soutiens par là, c'est que, je termine... On ne va pas trop approfondir le débat pour l'instant, on voulait faire un tour d'horizon sur la perception. Ce que je soutiens par là, c'est que quand un jeune va passer un examen, qu'il n'ait pas besoin d'avoir une homologation avec la France ou avec l'Angleterre, ou que ce soit une université française qui vienne lui faire passer... souvent, les diplômes africains ne sont pas reconnus. Je dis que ce temps est révolu. Il y a un moment, il faut mettre un terme à un certain nombre de choses qui n'ont ni queue ni tête, de manière à faire en sorte que les universités... Alors, Jacques Roux... Je suis d'accord. Attendez, on va donner la parole à Jacques Roux, ça commence à bouillir, on s'en doutait, mais... Je suis d'accord avec Toundé, je suis avec Abou Toundé, je suis entièrement d'accord avec... On va contrôler les bulles. Je suis d'accord avec ce que Calix Béala a dit tout à l'heure, entièrement d'accord avec tout le monde par rapport à la création des États d'Afrique, mais il faut savoir comment on va y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire, qui c'est qu'on va amener sur la table pour pouvoir discuter. Pour l'instant, mon sentiment est très mitigé et je ne suis pas entièrement sûr que nous pouvons avoir à l'heure actuelle des hommes et des femmes capables de s'asseoir et de créer ce que nous sommes en train parce que c'est tous des employés. Attendez, moi je refuse ce raisonnement-là parce que je ne me considère pas comme colonisé. De un, vous ne considérez pas comme on n'a pas entendu colonisé. Oui. Non, mais personne n'a parlé de colonisation. Non, parce que ça, c'est un raisonnement, enfin, pas moi. C'est son raisonnement. Mais, non, mais il ne faut pas penser... Parfois, l'aliénation, amène... Enfin, bref, on n'est pas là-dedans, mais avant le fait colonial, qu'était l'Afrique? C'était une confédération de royautés, de royaumes, qui était régie avec des codes bien spécifiques. Oui. Et tout se passait très bien. Tout était bien codifié. Il y avait des rois, des reines, des empereurs. Je suis issue d'une lignée impériale qui est matriarcale et très équilibrée. Donc, l'impératrice, donc là, qu'on appelle l'impératrice, qui est la reine-mère, elle règne, mais elle ne dirige pas. Elle est là pour transmettre le pouvoir. L'empereur n'est pas son fils. Il fait partie de la lignée. Et l'héritier n'est pas celui qui va naître du ventre de la mère. Alors, des systèmes comme ça,